Merci à Abdou Thiam qui assure la mise en onde de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jamais 203 reculades sous les coups de boutoir d'une partie du clergé musulman et d'une poignée d'activistes. L'État a encore fléchi cette semaine face à la pression de la rue, pendant que la maladie est en nette augmentation. Désormais, toutes les 14 régions du pays sont touchées, même si, pour donner l'impression de sauver la face, l'on maintient un semblant de couvre-feu. Alors, n'était-il pas logique, dans la foulée de la levée des restrictions, de faire reprendre les cours à l'école? Nos deux invités éminents universitaires vont y répondre. Professeur Ousmane Sène, agrégé en littérature africaine et afro-américaine, directeur du Centre de recherche ouest-africain, WARC en anglais. Bonjour, professeur Sène. Bonjour. Docteur Mamaram Seck, titulaire d'un doctorat en linguistique de l'Université de Floride à Gainesville, avec concentration sur l'analyse du discours. Il est actuellement chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN à l'UQAD. Bonjour, docteur Seck. Bonjour, M. Diba. Professeur Sène, le gouvernement a annoncé ce mercredi à travers les ministères concernés l'allègement de certaines mesures de restriction prises dans le cadre de l'état d'urgence en réponse à une grogne des populations. Comment vous analysez ces mesures? Je crois que c'est des mesures d'apaisement. Alors, il y en a qui parlent de capitulation. Je ne sais pas, moi, si je peux utiliser le mot capitulation. Je ne suis pas très sûr. Ça a tout l'air. Non, je ne suis pas très sûr. Il y a des moments où il ne faut pas aller à contre-courant des populations, même si vous êtes là pour quand même réguler la vie humaine. Je crois que quelles que soient les décisions qui aient été prises ou qui seront encore à prendre, c'est toujours des décisions extrêmement difficiles. Parce que vous avez des extrêmes. L'homme a besoin de sa santé pour vivre, mais l'homme a besoin aussi du minimum de subsides pour vivre. Il n'y a pas de choix entre les deux. Il faut combiner les deux. Alors, les gens ont rié sur les brancards parce qu'ils n'avaient pas un seul nickel à ramener à la maison pour que leur famille et eux-mêmes puissent survivre. Votre santé, vous ne pouvez la maintenir et la défendre que parce que justement vous avez une vie saine. Regardez ce qui se passe dans un pays dont on parlera plus tard, les États-Unis. Quels sont ceux qui sont les plus victimes de Covid? C'est les Noirs et les Hispaniques. Pourquoi? Parce que leur vie, leur régime alimentaire sont les plus mauvais. C'est aussi simple que ça. Donc, autant il y a des mesures qu'il faudrait prendre ou des mesures qu'il faut préserver, mais aussi il faut savoir lâcher du lest. D'autant plus que si vous en arrivez à une émeute, combien de vies ça prend? Vous avez une émeute, vous risquez de tuer beaucoup plus que le Covid sur 3 mois. Donc, je crois qu'il y a un équilibre qu'il faut mettre en place. Et de toute façon, le dernier point, avant de laisser la place à Mamaram, mon ami, c'est que jusqu'à présent, je crois, on semble faire confiance à une équipe de professeurs qui ont toute l'expérience. Mais tout le Sénégal admire Seydi. Tout le Sénégal écoute le professeur Bousso. C'est cela qui nous donne le pouls de la situation. Aucun d'entre eux n'est politique. Aucun d'entre eux n'est biaisé politiquement. Donc, on peut espérer que ce que ces spécialistes-là, ce qu'ils nous disent, c'est un jugement scientifiquement valable. On ne peut que s'en référer à eux pour nous indiquer où nous devrions aller. Oui, mais on a entendu hier l'inquiétude de Bousso par rapport à la réouverture de la circulation avec l'augmentation en perspective des cas communautaires. Mais attention, aussi bien Bousso que le directeur général des urgences, ils ont dit des choses très claires. Si vous ouvrez, il y aura des risques de compte. Évidemment, si vous ouvrez et vous me laissez aller dans mon village, dans ma ville, ce n'est pas un village, c'est une ville, c'est une belle ville. Si vous me laissez aller là-bas, qu'est-ce que j'emporte avec mon chauffeur? Il y a un risque. J'ai envie de voir cette famille-là, mais concrètement, si je vais là-bas, je ne sais pas ce que j'emporte là-bas. Ça, tout le monde peut le constater. Ce n'est même pas un avis de scientifique. Un avis de scientifique. C'est un avis d'observateur banal. Le directeur général des urgences, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas sûr qu'on ait atteint le point de pic. Et que même le pic, si vous l'atteignez, vous ne pouvez pas éviter les risques d'avoir encore d'autres contagions. Ou d'aller encore en haut dans les contagions. Ils ont donné des avis, pas mitigés, mais des avis mesurés. Et la science d'ailleurs fonctionne comme ça.
La science fonctionne toujours comme ça, de manière tout à fait mesurée. Et je crois que, aucun Sénégalais, aucun être humain actuellement n'a une réponse tranchée par rapport à ce Covid. Tout ce qu'on lui demande, il nous a rendu visite. Maintenant, il n'a qu'à rentrer de lui-même. Voilà. Docteur Mamaram Seck, la levée des restrictions les unes après les autres, alors que le nombre de cas est en augmentation, qu'est-ce que vous comprenez dans cette gestion par le gouvernement de la crise? Bien, merci M. Diba. J'en profite pour saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent au Sénégal et à l'étranger. Alors, pour moi, c'est la suite logique du discours du 11 mai du président de la République quand il a parlé d'adaptation. Oui, de vivre avec le virus. Vivre avec le virus. Et je pense que si vous l'avez bien écouté, il a dit que l'avis des experts était de dire que le virus serait encore là jusqu'au mois d'août, voire le mois de septembre. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, le Sénégal peut rester sans activité économique? Est-ce que ces chauffeurs, par exemple, qui se sont levés pour dire, voilà, on n'arrive plus à subvenir à nos besoins, il faut qu'on vive, il faut qu'on travaille, est-ce qu'ils peuvent attendre jusqu'au mois de septembre ou mois d'août, voire le mois de septembre? Donc, je pense que c'est une décision plutôt réaliste qui a ses points positifs comme ses points négatifs. Je pense que on a vu que tous les jours, il y a des cas communautaires et il faudra peut-être attendre à en voir autant ou plus dans les prochains jours. Mais en même temps, les gens seront heureux quand même de pouvoir vaquer à leurs occupations, travailler, subvenir à leurs besoins, nourrir leur famille, etc. Donc je pense que c'est une décision, comme l'a dit mon ami professeur Ousmane Sène, difficile, mais réaliste. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous avez senti que les populations ont adhéré maintenant à l'évolution de la communication ou du discours du président de la République? Il demande dans un premier temps, dans le discours du 11, de vivre avec le virus. Récemment aussi, dans un tweet, il a appelé tout un chacun à faire preuve de responsabilité. Mais est-ce que vous avez l'impression que les populations ont véritablement saisi cette invite du président de la République? Oui, vous posez là une très bonne question parce que moi j'ai observé notre société, j'ai observé la population. J'ai remarqué qu'il y a un paradoxe. Donc, depuis le 11 mai, on a vu qu'il y a quand même une recrudescence des morts, des malades, etc. Mais les gens semblent ne pas trop en tenir compte. Je pense qu'ils avaient envie de vivre. Donc, cette responsabilité dont vous parlez, j'en doute fort. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit laisser-aller. Oui, dans la rue, personne maintenant ne port porte de masque n'est plus systématique. On se rassemble comme on le faisait avant. Oui. Voilà, mais il faudra juste comprendre par là que les gens avaient hâte de sortir de leur maison, d'aller travailler, d'aller chercher quelque chose pour se nourrir et nourrir leur famille. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire, soit on meurt de faim ou on meurt de la Covid. Voilà. Et entre les deux, on choisit de mourir de la Covid plutôt que de mourir de faim. Je pense que c'est ce que j'ai observé, moi. Professeur Ousmane Sène, dans la rue, on observe ce relâchement au sein des populations. Qu'est-ce qui peut l'expliquer, selon vous? Oui, c'est-à-dire qu'on a pris des habitudes qui ne faisaient pas partie de notre mode de vie. Vous avez vu ce qui s'est passé ici? Je suis venu chez vous jusqu'au moment où l'on parle. Est-ce que je vous ai salué? Est-ce que je vous ai serré la main? Personne ne serre la main ici. Vous avez votre masque. Ma madame a son masque dans sa poche. J'ai mon gel. Au moment où je m'enduisais de gel, parce que je ne me suis pas suffi du gel que vous m'avez donné, je viens avec ma petite bouteille de gel qui est en permanence avec moi. J'en ai mis, il en a mis. Mais il y a quoi? Il y a 100 jours. Est-ce qu'on vivait comme ça? Non.
On ne vivait pas comme ça. Et je suis content d'avoir écouté le professeur Seydi. Il l'a remarqué. Il a dit que ça fait pratiquement 3 mois où il ne voit plus les Sénégalais se serrer la main. Et c'est une très bonne chose. Enfin, tant que Covid est là, c'est une très bonne chose. Sinon, après, c'est un geste humain qu'il faut peut-être reprendre, mais dans des conditions. Et c'est vrai, si vous allez sur la corniche, vous voyez quand même un rapprochement des corps humains qui n'est peut-être pas souhaitable, mais je crois que dans l'ensemble, si j'avais à juger le peuple sénégalais, moi qui, d'habitude, me plains toujours de l'indiscipline chronique dans ce pays-là, si j'avais véritablement à juger les Sénégalais et leur comportement d'ensemble, je dirais que quelque part, il y a quand même une certaine discipline qui est là, qui n'est pas généralisée. Le paradoxe et l'ironie d'ailleurs, c'est que c'est nous les enseignants qui sommes les plus indisciplinés. Vous avez vu comment nous sommes allés dans les bus pour aller reprendre nos cours, mais c'était la foire d'empoigne pour des gens qui doivent enseigner aux élèves la distanciation. Donc, on a pris des habitudes, un mode de vie qui n'a jamais été le nôtre. Ce mode de vie-là, on l'a géré, on l'a appliqué pendant pratiquement 3 mois. Bon, mais il y a des réflexes naturels qui reviennent. Il faut tout simplement que l'on cultive dans notre tête, dans notre conscience, ceci. Attention, Covid est là, je ne serre pas la main, je porte mon masque et je m'assure que j'ai mon gel et j'ai mon savon à côté. Je crois que pratiquement l'essentiel de la population sénégalaise a adopté ça. Et vous voyez dans un autre pays où ils sont plus disciplinés, les Américains, ils sont disciplinés par excellence, mais regardez les manifestés. Combien d'Américains portent de masques par rapport au nombre de Sénégalais que vous voyez porter des masques dans la rue? Si vous alliez à Tilène actuellement, vous verrez que la majorité des gens portent leur masque, ou en tout cas ont ça autour du cou. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais il faut que nous renforcions cela, que nous aidions le corps médical pour qu'enfin, ce visiteur indésirable vraiment nous quitte là. On est pressé de le voir partir. Il va partir. J'espère qu'il va m'écouter. Voilà. Sans doute. Alors, docteur Seck, j'ai parlé tantôt de l'inquiétude exprimée hier par le docteur Bousso. Alors, c'est à se demander si leurs avis ont été pris en compte par le président de la République. Certainement. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une décision difficile. Je pense que si cela tenait qu'aux experts de la santé, peut-être que les mesures barrières continueraient à être observées et qu'on serait toujours enfermé dans nos demeures et puis voilà. Mais il y a une logique d'État qui est une logique économique aussi dont il faut tenir compte. C'est-à-dire la gestion se fait à deux. Je ne dirais pas que le président ne tient pas compte des avis des experts, mais il a aussi envie que son pays marche. Voilà, donc je pense que chacun a fait des concessions. C'est ce qui d'ailleurs explique les sorties d'hier du professeur Bousso et du professeur Seydi, appelant les uns et les autres à continuer d'observer les mesures barrières, voilà, même si l'économie du pays va reprendre, les activités vont reprendre. Je pense que je ne dirais pas, je ne serais pas extrémiste en disant qu'il a fait fi totalement des instructions du personnel de la santé. Je pense qu'il a juste été réaliste et voilà, maintenant la responsabilité justement est transférée. C'est la population qui doit... La communauté. Voilà, la communauté qui doit prendre ses responsabilités, travailler, mais en observant les mesures barrières. Très bien, nous allons évoluer dans notre débat pour aborder la question relative à l'école et le sauvetage de l'année académique. Professeur Sen, peut-on encore sauver l'année? Oui, il faut espérer, il faudrait tout simplement remanier le calendrier universitaire et scolaire. Mais si vous permettez que je revienne un peu sur cette question très rapidement. J'ai suivi toutes les interventions du professeur Seydi, dont l'université est très fière d'ailleurs. Mais je ne vois pas quelque part où le professeur Seydi intervient sans terminer ou sans commencer par dire qu'il tenait à remercier le président de la République. Pas plus tard qu'hier, il l'a dit. Pourquoi ce professeur qui parle rarement et qui parle très peu,
tient tout le temps à dire que je tiens à remercier le président de la République. Ça veut dire certainement quelque part qu'il travaille la main dans la main. En plus, il a ajouté hier qu'il n'est pas du genre à dire ce qu'il ne croit pas. C'est-à-dire que l'homme gëmul du ma ko wax. Mais il l'a dit en français, j'imagine qu'il a répété ça en Wolof. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on accepte le fait qu'il y a une équipe médicale en qui tout le monde a confiance dans le corps médical et à l'université et dans les hôpitaux. Et de l'autre, il y a des décideurs politiques qui leur disent « Allez-y, nous vous faisons confiance, dites-nous ce qu'on a à faire et on le fait ». En tout cas, c'est le professeur Seydi qui l'a dit. Maintenant, pour revenir à l'école, je crois que reculer, c'est faire preuve de sagesse. Toute mort est difficile, mais les morts qui sont les moins acceptables, c'est la mort d'enfants. Ça, c'est intolérable. Alors, si on doit aller à l'école avec le risque d'avoir des enfants qui vont périr à cause du Covid, même avec un nombre limité, je crois qu'à partir de ce moment, il faut réfléchir, prendre le temps pour mettre en place toutes les décisions appropriées et idoines pour y aller. Là aussi, il faudrait qu'on soit raisonnable. Il y a des gens qui sont allés jusque là-bas, là, à Kédougou, pour dire qu'il n'y a pas de toilettes, mais ça, c'est des écoles qui n'ont pas de toilettes depuis 20 ans. Je connais Kédougou, c'est la montagne. Il y a des constructions qui sont difficiles. Il ne faudrait pas aussi qu'on pose des conditions qui sont des conditions impossibles. Il y a un minimum, certes, à avoir dans les écoles pour que les enseignants soient protégés, pour que le corps administratif soit protégé et que les enfants soient protégés. Quand on nous dit qu'on a donné des gels et que certains directeurs d'école nous disent, nous qu'on n'a que 2 fioles de gel, mais à part de ça, il faudrait repenser la chose. Quand ici, là, à Dakar, on nettoie très bien une école et que le directeur dise qu'on est prêt à accueillir et que le soir, on leur amène des sacs de riz parce que tout simplement, il faut qu'on donne ça aux populations. Dans ces cas-là, où vont aller les enfants? Il faudrait que ces petits problèmes-là, on puisse les régler pour que quand même les gens aillent à l'école et que nous, Sénégalais, nous n'ayons pas sur la conscience la mort de jeunes enfants qui ne faisaient qu'aller à l'école pour avoir un meilleur avenir. L'avenir, on ne peut pas l'envisager sans la vie. C'est extrêmement important. Le temps, on a toujours le temps d'organiser ça et de gérer ça correctement. Les vacances scolaires, c'est 3 mois, non? Mais on n'a qu'à faire fi de vacances, il n'y aura pas de vacances. On peut toujours réintégrer les vacances, 3 mois, dans le cursus ou dans l'année académique, et à partir de ce moment, il y aura du temps que l'on gagnera. Évidemment, la pluie risque de venir, mais là aussi, on est allé à l'école sous la pluie. Voilà. Docteur Mamramsek, cette crise sanitaire n'a pas épargné, certes, aucun secteur, mais pour beaucoup d'acteurs de l'éducation, elle a mis à nu les incohérences de notre politique éducative. Oui, d'une certaine manière. Mais je voudrais quand même embrayer sur ce que a dit Ousmane. Peut-être que justement, ce qui s'est passé le 1er juin est la preuve que le président écoute le personnel de la santé, parce que tout le monde s'attendait à ce que les écoles rouvrent le lendemain. Et là, on annonce des cas à Ziguinchor et tout est arrêté automatiquement. Alors, pour dire simplement, peut-être qu'ils travaillent en symbiose. Mais est-ce que c'est cela seulement qui... Je vais en venir maintenant sur les autres points que mon collègue a soulevés, qui peut-être aussi expliquent et justifie votre question. C'est-à-dire explique le fait qu'on n'ait pas pu ouvrir, mais aussi justifie votre question qui est de savoir si notre système éducatif est assez bien préparé pour faire face à des situations comme celle-là. Alors je dirais oui, il y a des problèmes. Je pense que d'ailleurs, il y a des problèmes partout, c'est dans tous les secteurs. Et s'il y a un enseignement à tirer de cette Covid-19, c'est qu'il faut se préparer à tout. C'est pas seulement vous parler de l'école, mais aussi le système de la santé. Il faut relever le plateau médical des infrastructures de santé dans les régions. Vous avez vu qu'au début, on s'est plaint de manque de
d'infrastructures, manque de logistique pour faire face à la COVID-19 dans certaines parties du pays. C'est pourquoi certains parlent d'un mal pour un bien. Voilà, voilà. Et c'est la même chose ici à l'école. Moi, je ne pense pas qu'il faille attendre que la COVID soit là pour nettoyer les écoles en permanence. Je pense que tout le monde s'est offusqué de cela. Vous entrez dans une structure publique, mais les toilettes sont soit fermées, soit hors d'usage ou très sales. Donc je pense qu'il faudra capitaliser tout cela. Je salue par ailleurs les efforts des ministères concernés, parce que quand même nous avons vu à la télé toute une mobilisation du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la formation professionnelle. Mais le ministère de l'Éducation, par exemple, est-ce qu'il n'a pas été un peu désavoué dans cette crise-là? Sur nos zones, ce jour-là où le président de la République a décidé de reporter la reprise, ici même, au cours d'une édition spéciale, il annonce que toutes les mesures sont prises, l'école est prête pour rouvrir, et moins de 2 heures ou 3 heures avant, c'est le président de la République qui décide de reporter. Oui. Bon, peut-être que tout n'était pas rose, ça je le concède. Mais ce que je dis, c'est que je les ai vus se déployer sur le terrain, donner des masques, donner des gels et autres produits d'hygiène. Mais je ne sais pas si tout a été en place, et je pense peut-être que tout n'a pas été en place. Voilà, bon. Ouais, c'est ça même qui a décidé le privé catholique, par exemple, à reporter de 48 heures. Voilà, il y a aussi le facteur temps dans la gestion de cette crise. On a vu qu'il y a eu trop de retard. Il y a eu des retards dans la distribution des vivres, par exemple. Donc, il y a certainement eu des retards dans la préparation de cette ouverture. Et j'ai entendu notre ami M. Mbow de COSIDEP dire que dès le début, ils avaient quand même proposé un plan de préparation de la reprise en 3 temps ou 3-4 temps et qu'il n'a pas été suivi. Je pense qu'il a lui-même dit que, voilà, en réalité, ce qui s'est passé à Ziguinchor, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. En réalité, on n'était pas prêt. Donc, certainement qu'il y a eu des retards, il faut tenir compte de tout cela. Et puis maintenant, préparer la rentrée prochaine de façon minutieuse. Il faut rouvrir quand on sera prêt. Il ne faut pas se précipiter, comme l'a dit M. Sen. L'année académique, on a peut-être perdu 2 mois, mais on a 3 mois de vacances. Donc, pourquoi se précipiter pour ouvrir dans des conditions qui peuvent être calamiteuses pour les enseignants, pas seulement les élèves, mais même les enseignants, il faut les protéger. Donc, il faut protéger tout le monde. À mon avis, il faudra ouvrir quand ce sera le moment. Professeur Ousmane Sène, beaucoup de ces acteurs de l'éducation, bien sûr, ne comprennent pas qu'on continue à avoir des académies dans les régions, alors que quand il s'agit de prendre une décision majeure, c'est au niveau central. Cette crise, peut-être, je donne l'exemple de la région de Matam, qui est la dernière région peut-être à avoir été touchée par la maladie, Kédougou, de la même manière, Kaffrine. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas continuer, par exemple, pour cette région-là, à faire fonctionner les écoles? Alors, à partir de ce moment, vous auriez une situation qui ne serait plus une situation... Mais on donne aux académies les pleines prérogatives. Oui, mais ce que je vous dis, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous aurez à partir de ce moment une école à 2 vitesses. C'est-à-dire quelque part au Sénégal. D'où les incohérences, donc je parlais. Non, c'est à partir de ce moment que le système serait incohérent. Parce qu'on a dit ministère de l'Éducation nationale.
national. Ça veut dire que le système éducatif, c'est un système national. La preuve, c'est que quand il y a des examens, vous donnez les mêmes épreuves partout au Sénégal, que ce soit le CEP, que ce soit le BFM, que ce soit le bac, vous donnez exactement les mêmes épreuves. Ça veut dire que l'école qui est à Kédougou, c'est la même que l'école qui est à Dakar, en tout cas du point de vue du cursus et du contenu des enseignements. Dans ces conditions, il faut nécessairement harmoniser. Même si on peut reconnaître que quelque part, il peut y avoir des décalages un peu dans le calendrier, mais il faudrait qu'il y ait une décision concertée. Je crois que de ce point de vue-là, ce qu'on a fait, c'est tout à fait normal. Moi, je vois la manière dont je vois le système, c'est le ministère qui est là, mais vous avez les inspections d'académie dans les régions et les autres démembrements. Toute l'administration sénégalaise est ainsi organisée, mais je ne vois pas pourquoi on dirait à Kédougou, il n'y a pas de cas. Dans ces conditions, on continue à enseigner. D'ailleurs, toutes les régions maintenant sont contaminées. Il n'y a plus de région qui puisse dire je n'ai pas de cas. Mais en même temps aussi, ça, comme l'a dit Mamara, mais il y a 2 semaines, par exemple, si on avait peut-être décrété l'année blanche, les élèves de Kédougou ou de Matam seraient les grandes victimes. Oui, mais non, on n'a pas encore décrété d'année blanche. Oui. Et je ne souhaiterais pas qu'on décrète une année blanche, que Dieu nous en garde. Il faudrait qu'on soit optimiste, qu'on se dise qu'au fur et à mesure, on aura gagné, on aura marqué des victoires sur Covid, et d'ici quelque peu, on pourra peut-être avoir la confiance nécessaire pour retourner dans les classes. C'est comme ça qu'il faut peut-être voir les choses, jusqu'à plus ample informé. Mais je voudrais ajouter ceci, que au fond, on est en train de parler des problèmes que Covid a mis à nu. Oui. Mais autant on voit ce qui n'a pas marché dans notre manière de faire, autant aussi on devrait se dire, alhamdoulilah, on a vu les problèmes avec l'esprit de pouvoir les résoudre. Mamaram en a parlé un peu tout à l'heure là, parlant de notre relation très bizarre avec les toilettes et l'assainissement. C'est extrêmement important. Mais je crois que si la sagesse prévaut dans ce pays-là, l'assainissement, l'école, l'hôpital, on en fera des surpriorités. Pas faire ce qu'on a fait au beau maraîcher. Les beaux maraîchers sont propres comme du nickel, comme un sous-neuf. Maintenant, vous y allez, c'est propre comme un sous-neuf. Mais vous le faites aujourd'hui. Demain, les gens viennent, ramènent les mêmes choses et vous les laissez faire. C'est ce qu'il faut arrêter définitivement. L'école, vous ne pouvez pas envisager une école tant que vous n'avez pas des toilettes propres pour les élèves. Et que dans le budget de l'école que l'on donne, que ce soit les collectivités décentralisées, le pouvoir décentralisé ou le pouvoir central, dans le budget, il faudrait absolument que les toilettes aient une importance capitale. Il faudrait quand même que les enfants qui vont là-bas apprennent à être propres. Le premier lieu où vous apprenez à être propre, c'est votre maison et c'est l'école. Il faudrait qu'on mette les infrastructures, les hôpitaux, que la santé soit une priorité. Heureusement, d'ailleurs, je ne peux pas compter le nombre de milliards qu'on a injectés dans les hôpitaux alors que ce n'était pas inscrit dans le budget. Tout ça, c'est des choses qui sont positives. On ne voudrait pas que Covid nous amène ça de cette manière-là. On lui dit à nouveau de partir. Mais enfin, on a vu un peu certaines de nos tares là et il faudrait quand même qu'on soit assez mûr et assez mature pour se dire c'est la bonne voie qu'il faut suivre et qu'on de manière résolue, on suit ces voies-là sans faire comme le Sénégalais que je suis. Yapal Baïl, je le fais aujourd'hui, demain j'oublie. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait arrêter. Docteur Mamaram, oui. Grève répétitive des syndicats d'enseignants, chevauchement des années académiques, un quantum horaire rarement atteint. Comment trouver une solution définitive à ces maux de l'école sénégalaise? À mon avis, il faut une large concertation et une concertation aussi honnête et transparente. Il y en a eu pourtant. Bon, peut-être pas comme cela devrait se faire. Sinon, les syndicats ne seraient pas toujours en train d'exprimer les mêmes mots. Hein. Je pense qu'il faut que les syndicats sachent ce que l'État peut faire. Voilà.
que l'État aussi dise ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et qu'il y ait une gestion solidaire et commune de cet espace-là qui nous appartient à tous. Je pense que, à commencer par le président de la République, il est un pur produit de l'école publique. Donc, je pense que cette école-là doit être sauvegardée. Il faut que les syndicats et tous les acteurs de l'école, à commencer par l'État, les syndicats, les partenaires sociaux, tout le monde, qu'ils se concertent et pour mettre sur la table les véritables problèmes de l'école et trouver des solutions et un timing pour toutes ces solutions-là. Je pense que c'est ce qui a peut-être manqué. Alors, le dernier point de notre débat, la mort de George Floyd aux États-Unis. Professeur Ousmane Sène, la protestation s'est embrasée ces derniers jours dans beaucoup de villes américaines au cri de justice pour Floyd, du nom de cette Afro-Américaine mort étouffée sous le genou d'un policier blanc. Que dit cette image de Floyd mort étouffé? Ou à quoi renvoie cette image? Cette image renvoie à des images similaires que l'on peut marquer dans la vie des Africains-Américains et dans la vie aux États-Unis et peut-être même dans d'autres pays. L'image du noir par rapport aux autres races et le traitement du noir. Ce qui n'est pas caractéristique des États-Unis, c'est peut-être un peu plus exacerbé là-bas, mais si vous voyez que les gens se lèvent dans d'autres pays pour dire « arrête », ça veut dire que ça se passe chez eux. Mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est par rapport à ce qu'un grand noir américain, africain-américain, parce que c'est un des grands romanciers de ce siècle, il s'appelle James Baldwin, et il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit « Nothing can be changed until it is faced ». Vous ne pouvez rien changer tant que vous ne reconnaissez pas l'existence de cette chose-là. Un problème, si vous ne reconnaissez pas sa réalité et son existence, vous ne pourrez jamais le changer. À nouveau, là aussi, la pandémie de Covid a créé quelque chose d'extraordinaire. Tous les jeunes Américains, élèves, étudiants, se sont trouvés sévrés de l'éducation, se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient rien à faire. Ils s'enferment chez eux, dans les jeux, à la télévision. Beaucoup d'Américains ne peuvent plus aller travailler. Ils se retrouvent chez eux et brusquement cette image de ce noir qu'on est en train d'étouffer avec un genou. Est-ce qu'ils n'ont pas vu cette image ou des images semblables avant? Oui, ils ont vu ça. Mais c'était voir l'image et après dire « I am running 3 jobs ». J'ai trois postes de travail. Et pour courir aller travailler. Et le jeune courir dans les amphis faire ses cours ou courir faire des recherches. Maintenant, vous êtes à la maison, vous voyez et votre esprit réagit. Et vous vous dites, mais pourtant, c'est ça que j'ai vu pendant 30 ans. Cette fois-ci, vous réagissez parce que vous avez eu le temps d'enregistrer ce qui s'est passé et d'en voir les conséquences. C'est ça qui fait qu'on n'a jamais vu de manifestation de ce genre-là aux États-Unis. Et des manifestations d'ailleurs saines qui ont commencé avec de la violence. Ils ont été suffisamment sages pour que cette violence-là arrête. Vous ne les voyez plus vandaliser des boutiques, c'est fini. Ça, c'est les premiers jours. Donc, Trump n'a plus de raison pour les arrêter. Parce que ça, c'est le premier amendement. Le droit à la manifestation, c'est le premier amendement. Mais la chose la plus importante que ce qu'a fait Martin Luther King, c'est que les manifestations ne sont plus la chose des Noirs, c'est la chose de tous les Américains. Là où vous voyez un noir, vous voyez un asiatique américain et vous voyez un blanc. C'est donc toute la population américaine qui se lève. Et encore plus que j'ajouterai. D'habitude, quand vous parlez de ces manifestations, vous dites ceci, Los Angeles, vous dites Baltimore, vous dites Atlanta, vous dites New York, vous dites Washington DC, même dans les villes les plus reculées, des États les plus reculés des États-Unis, tout le monde est en train de dire Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Ce mouvement-là, il est né en 2013. Mais de 2013 jusqu'à présent, Black Lives Matter, les seuls que vous entendez dire ça,
c'est les Noirs, les jeunes Noirs très engagés, très révolutionnaires. Maintenant, c'est un leitmotiv que l'on entend jusqu'en Australie pour les populations aborigènes et que vous entendez aux quatre coins du monde et que toute la population américaine, blanche, noire, jaune, prend en refrain. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la mort de ce jeune homme à Minneapolis aura marqué une des étapes de l'évolution positive de la situation et de la condition du noir aux États-Unis. Et les changements ont commencé à se manifester puisque, en attendant que l'État fédéral prenne des décisions, les municipalités et les États sont en train de prendre des décisions. À Minneapolis maintenant, quand vous avez un policier qui doit arrêter un homme, mettre le genou sur la gorge, l'étranglement, c'est une stratégie policière, c'est fini. Ou bien, alors, si vous devez le faire, il va falloir qu'il y ait un officier de police qui ait au moins le grade de lieutenant, qui vienne constater et te donner le feu vert parce que c'est nécessaire. Dans d'autres États, ils sont en train déjà d'envisager toutes ces mesures. Au Sénat américain ou au Congrès, disons, au Congrès, pas le Sénat, il y a des sénateurs et des représentants qui sont en train de se réunir actuellement pour envisager de nouvelles stratégies pour la police d'agir. Et toutes stratégies qui vont quand même protéger les populations contre la police, parce que la police est un mal nécessaire. Il faut l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir de ville sans police, puisque d'ailleurs, la racine, l'étymologie de police vient de la ville, c'est du latin. Bon, donc les deux vont ensemble, mais il va falloir dans ces conditions voir comment protéger davantage les populations contre si vous voulez, les dérapages de la police qui est là par définition pour protéger la vie des populations. Très bien. Docteur Mamaram Seck, Trump et sa stratégie du clivage permanent semblent cette fois-ci montrer ses limites. Son ancien secrétaire à la Défense, Jim Mattis, s'est montré très incisif dans une tribune où il dit « Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains ». Et il dit « il ne fait même pas semblant de rassembler les Américains ». Oui, et peut-être que... Et comme s'il avait libéré la parole même au sein de l'armée, où on a entendu aussi d'anciens généraux aussi s'en prendre à Trump. Oui, on dit que à toute chose malheur bon. Moi, je pense que, comme l'a dit Ousmane tantôt, la Covid a permis à ceux qui n'étaient pas très attentifs de l'être. Tout le monde s'est arrêté pour dire voilà, enough is enough. Donc, on en a assez, il faut que ça change. Alors, je pense que aussi le désaveu est aussi perçu dans le camp même du président Trump, parce que jusqu'ici, ces tweets, ces déclarations, même sur l'Afrique, vous vous souvenez. Ouais, alors donc, voilà, exactement. Donc, je pense que la COVID-19 a quand même eu le mérite de rassembler les Américains devant une injustice qu'il faut condamner de la manière la plus forte. Parce que je pense que quand même, on est au XXIe siècle. Et l'Amérique est quand même connue comme étant un pays de liberté, de protection des droits de l'homme, etc. Mais malheureusement, il y a, semble-t-il, une justice à deux vitesses. Donc, et le président Trump, malheureusement, au début, n'avait pas la bonne lecture des événements. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué le retrait de ce tweet qu'il avait fait, qui semble-t-il a été rétabli, mais aussi la condamnation dans son propre camp de certaines déclarations, par exemple que l'armée sera mise à contribution pour remettre de l'ordre, etc. Donc, je pense que il faudra que désormais que le peuple américain soit uni, comme il semble l'être aujourd'hui, parce que dans les manifestations, il n'y a pas que des Noirs, il y a tout le monde. Tout le monde, il faut que le racisme, qui est une idéologie, tout simplement mise en place pour faire profiter
à certains, n'est-ce pas, donner des avantages à certains et ne pas en donner à d'autres, n'est-ce pas? La race, c'est rien, ce n'est pas vrai, la race n'existe pas, c'est une invention humaine. Alors tout le monde est égal en droit, est digne du même respect. Donc il faudrait que désormais qu'on revienne aux fondamentaux de cette République, qui est vraiment de donner à chacun sa chance, de respecter toutes les couches, toutes les composantes de cette société. Et puis voilà, c'est comme ça seulement que l'Amérique pourra... Alors, vous l'avez dit tantôt, le camp républicain se délite un peu plus. Mais est-ce que Biden, par exemple, peut tirer les marrons du feu? Bon, je l'ai vu lui aussi poser son genou sur le sol. Je pense que ça relève de la communication politique. Bon, mais on va voir parce que, encore une fois, c'est un pays qui est très complexe. Je pense que personne n'entrevoyait l'élection de Trump contre Hillary et c'est arrivé. Voilà. Bon, Biden a eu des difficultés dans sa campagne et dans son propre camp, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette situation-là va lui profiter? On va voir. Je ne fais pas de prédiction dans ce sens-là. Mais en tout cas... En plus de cette situation, il y a aussi le chômage. Il y a le chômage, etc. Mais on peut tout verser tout ça dans la corbeille des conséquences de la COVID-19. Mais, j'aimerais bien voir... ce qui va se passer lors de cette élection de novembre. Professeur Ousmane Sène, on n'a pas entendu jusque-là une indignation ou protestation des chefs d'État africains. Et pourtant, Malcolm X, je le rappelle, avait dit, en tant que chef des États africains indépendants, vous êtes les bergers de tous les peuples africains partout dans le monde. Et c'est ce que... Donc, le rôle du berger, c'est de porter attention à son troupeau. Connotation biblique, shepherd. Bon. D'accord. En dehors peut-être de la condamnation du président de la commission de l'UA, Mamata Faki. Oui, c'est ce que j'ai dit quelque part, que finalement, les chefs d'État africains ont préféré tous se rallier derrière la voix de celui qui représente l'Union africaine. Est-ce une stratégie politique? Je n'en sais rien, mais je veux dire que même au-delà des présidents, il faudrait que l'on soit optimiste et que l'Afrique ne sera pas silencieuse et n'est pas silencieuse devant cet état de fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si les présidents, chacun 50 ou combien de voix ne s'expriment pas de manière assez forte, la société civile va s'exprimer de manière forte, mais de manière très civilisée. Et il y a des mouvements qui sont en train de bouger actuellement, qui feront véritablement que l'Afrique s'exprimera par rapport à cette question-là. Et l'Afrique s'est toujours exprimée par rapport au sort des Noirs. C'est pas pour rien que les grands africanistes considèrent la diaspora comme la 5e région de l'Afrique. Le temps est parti et terminé. Voilà, on s'arrête là et on vous remercie de nous avoir invité. Merci. Mais en donnant beaucoup de titres qui ne correspondent peut-être pas. Mais c'est pas la peine de changer, c'est bon. Merci au professeur Ousmane Sène, à Dr Mama Ramsek, Sia Abdou Thiam qui a assuré la